Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. On est 3 semaines après notre première émission sur le coronavirus qui a fait plus de 140 000 vues. Je vous remercie justement pour ce beau score. Aujourd'hui, on va faire un nouveau point sur la situation sanitaire, évidemment, et économique, alors que le virus conquiert aujourd'hui l'Europe. Et pour cette nouvelle émission, je suis encore avec Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir sur TV Liberté pour évoquer ce sujet lourd. Alors on a fait une première émission, on l'a dit, à succès. On va avoir des petites séquences d'autosatisfaction dans cette seconde émission parce qu'on n'a pas dit beaucoup de bêtises, contrairement à ce que beaucoup m'ont reproché d'avoir invité un économiste pour parler d'un virus. Visiblement, les économistes disent souvent moins de bêtises que les virologues parfois. Pour vous présenter, donc vous êtes économiste spécialiste des questions environnementales. Vous avez publié un livre, La transition écologique, une énergie moins chère, 1 million d'emplois créés. C'était chez les 1001 nuits. Pour commencer, on va faire comme la dernière fois, on va faire un petit point que l'on va regarder en résumé. Nous avons devant nous une crise. Ces mots sont ceux prononcés par Emmanuel Macron jeudi matin à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il faut dire que le coronavirus a évolué rapidement sur les 3 dernières semaines. En effet, depuis le 8 février, notre première émission, les cas de contamination dans le monde sont passés de quelques 30 000 personnes à plus de 82 000 personnes testées positives. Si la progression semble ralentir en Chine, dans le foyer premier du virus, les contaminations sont désormais présentes dans une quarantaine de pays du monde. Le coup de frein asiatique a pour sa part plusieurs explications possibles. La première, la plus rassurante, le pic épidémique fait partie du passé. La deuxième porterait sur la non-véracité des chiffres. Souvent remises en question, les informations diffusées par l'Empire du Milieu suscitent souvent le scepticisme dans le monde scientifique. À plus forte raison que le 13 février dernier, le gouvernement chinois a justement procédé à un réajustement de ces chiffres, avec une augmentation de 15 000 cas en une seule nuit dans les calculs. Une pénurie de tests oropharyngés, seuls capables d'identifier le coronavirus, peut également expliquer le ralentissement de la progression, volontairement ou non. Mais si la situation semble se calmer en Asie, l'Europe est désormais touchée. L'Italie en tête avec près de 700 cas, alors qu'à peine une dizaine étaient recensés en fin de semaine dernière. Au moins 17 morts ont déjà été recensés sur la botte, une explosion attribuée par le président du Conseil, Giuseppe Conte, à une mauvaise gestion des impératifs sanitaires dans un hôpital. Côté français, alors que l'essentiel des malades semblait en voie de guérison ou ont déjà guéri, de nouveaux cas de contamination refont surface. En tout, près de 40 cas ont été recensés depuis le début de la crise sanitaire, avec 2 morts. Le premier concernait un touriste chinois de passage en France, mais le second était un Français. Âgé de 60 ans, il n'avait ni séjourné en Chine, ni en Italie, ni dans aucune zone considérée comme à risque. De quoi faire monter les inquiétudes. Et si certains responsables politiques réclament la fermeture des frontières, notamment avec l'Italie, le gouvernement considère pour l'heure la mesure inutile. Des groupes scolaires revenus d'un voyage en Italie ont été placés en quarantaine et dans le même temps, un match de foot a pu accueillir 3000 supporters de la Juventus de Turin à Lyon. Une décision qui brouille la communication officielle et inquiète la population. Un réel problème pour un pays qui va devoir appliquer une politique de santé publique claire. Alors effectivement, sur ce sujet grave, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'informations dont on ne dispose pas tout simplement. Alors, à commencer par les chiffres, on en avait parlé la semaine dernière, on avait évoqué le fait que les chiffres chinois étaient souvent à prendre avec des pincettes. Oui. La suite nous a donné raison, puisque le 13 février, ils ont augmenté, comme je l'ai dit, les chiffres de 15 000 cas d'un coup pour réajuster et pour gagner en crédibilité, j'allais dire. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on voit qu'en Chine, l'évolution s'est tassée considérablement. À quoi peut-on attribuer, selon vous, cette diminution, on va dire, de la progression ? Ils ont pris des mesures absolument dramatiques de confinement, les Chinois. En fait, j'ai vu un reportage très très intéressant de la BBC qui montre ce que dit la télé chinoise. Et en fait, la Chine se dit en état de guerre. Xi Jinping a déclaré la guerre au coronavirus. Le but, c'est nous devons faire cette guerre tous ensemble et nous allons gagner cette guerre. Et donc, on voit sur les images des télévisions chinoises des militaires qui débarquent, qui embarquent sur des avions et qui débarquent. Les héros de cette guerre, ce sont les infirmiers, ce sont les médecins.
qui partent au combat. Beaucoup sont décédés d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui sont décédés, dont le lanceur d'alerte d'ailleurs qui est décédé, qui avait fait beaucoup de bruit. Et en fait, ces médecins et ces infirmières sont les héros. Les infirmières, on les voit se faire raser les cheveux pour avoir moins de risques d'attraper le coronavirus et de le transmettre éventuellement à d'autres personnes. Et donc, il y a toute une communication de guerre qui a été faite. Alors, c'est bon pour le moral des troupes, c'est bon pour le moral chinois au moment où les mesures sont extrêmement difficiles. Et évidemment, c'est bon pour le Parti communiste chinois qui mobilise la population sur l'ennemi intérieur, le coronavirus, alors qu'ils étaient mis en cause pour avoir réagi beaucoup trop tard à cela. Puisque le départ de la crise, c'est quand même le départ du foyer de Wuhan, c'est le moment où il y a 5 millions de personnes qui se déplacent, et c'est l'erreur fatale du Parti communiste chinois qui a été beaucoup reprochée par la population. Alors justement, ça faisait l'objet d'une des questions que j'ai reçues sur Facebook d'un téléspectateur. Il s'interrogeait pour savoir pourquoi la Chine n'avait pas déclaré ces mesures de confinement plus tôt. Et pourquoi finalement 5 millions de personnes avaient pu s'échapper. Et c'est vrai qu'on l'a expliqué la dernière fois, il y a ce professeur, ce docteur qui est décédé par la suite, qui a mis en alerte le pays sur... le 31 décembre, je crois. Hein, oui, très en amont. Oui. Et au final, là, on sait que le gouvernement chinois n'a pas voulu l'écouter. Oui, tout à fait. Mais pourquoi Staline n'a pas, alors qu'il avait toutes les informations, sachant que les troupes d'Hitler allaient venir, pourquoi Staline n'a pas pris la décision de préparer son armée et les armées allemandes sont rentrées comme dans du beurre en URSS au départ? C'est difficile. Ça, c'est le problème des dictatures où les gens, en plus, ont peur de parler au-dessus parce qu'ils ont peur de se faire couper la tête. Et donc, les gens n'osent pas parler. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ce lanceur d'alerte parle, il se retrouve interpellé par le régime communiste et par les policiers qui vont l'interroger avec tous ses amis sur lesquels il échangeait sur un groupe de discussion privée. Donc il y a une espèce de peur paralysante qui fait qu'on ne réagit pas. Par contre, l'inverse, c'est que ce régime très fort prend des mesures de confinement drastiques. Une fois qu'il réagit, il réagit très fort. Voilà, et il réagit très fort parce que là, on en arrive à toutes les écoles et universités fermées depuis un mois, la moitié des usines qui sont fermées. Au départ, c'était beaucoup plus, c'était même toutes les usines qui ont été fermées pendant 2 semaines. Tout est comme ça. On a aussi les résidences qui ont elles-mêmes leurs propres règles, mais on n'a pas le droit de rentrer, on n'a pas le droit de sortir selon les résidences. C'est un peu la psychose. Les commerces qui sont fermés, des gens qui n'ont pas le droit de sortir aussi. À Wuhan, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. C'était encore le cas il y a quelques jours, je ne sais pas si ça a changé. D'autres villages aussi, donc on a des mesures drastiques et le pays est en guerre. Donc ça explique qu'ils aient contenu le coronavirus. Après, on ne peut pas croire les chiffres chinois, parce que quand ils disent qu'il n'y a pas un cas de plus pratiquement à Pékin par rapport à il y a une semaine, qu'il n'y a pas eu un cas de plus à Shanghai, on a quand même des mal à le croire quand on voit la rapidité de la propagation et la contagiosité de cette maladie. Alors justement, à plus forte raison qu'on peut tout simplement se dire que le gouvernement veut envoyer des signaux à la population expliquant qu'il y a une baisse pour rassurer et aussi pour remettre le monde au travail. Exactement. Pour rassurer et pour dire la guerre est en train d'être gagnée, on mène une guerre et c'est pas pour rien, on vous demande des mesures, et remettre les gens au travail, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait dans la précédente émission, il y a un risque économique extrêmement fort en Chine, on y reviendra d'effondrement, sur lequel on reviendra, et donc à partir de ce moment-là, le gouvernement veut remettre un minimum les gens au travail, hein, tout simplement pour que les gens aient à manger, pour qu'il y ait du transport de marchandises qui se fasse, et que le pays soit pas complètement bloqué avec tous les problèmes, le chaos que ça engendre. Et puis dernier point, on peut aussi évoquer la possibilité qu'il y ait une pénurie des tests qui fonctionnent, les fameux tests oropharyngés, et que de fait, il est plus difficile aujourd'hui de pouvoir détecter les cas de coronavirus. Et donc, on pourrait tout simplement considérer que les médecins contiennent aujourd'hui des pneumonies classiques qui sont en réalité des coronavirus et qui ne sont pas détectés en tant que coronavirus. Oui, ça c'est une possibilité aussi. Et c'est aussi ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas assez de tests, ils ne marchent pas bien. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le coronavirus. Hein. Puisqu'on voit que cette maladie, comme il y a 80% de cas qui sont sans symptômes, elle évolue très silencieusement, comme un sous-marin, parfois alors ça, justement, à l'intérieur. C'est un professeur chinois, le fameux professeur Zhong, qui a fait un test sur 1 millier ou 2 milliers de personnes, et justement, il a donné des chiffres très, très surprenants sur les cas d'asymptomatiques, puisque aux alentours de 50% des personnes n'avaient pas de toux, puisqu'on m'a demandé aussi quels étaient les symptômes, on va le répéter, donc c'est essentiellement une toux sèche qui peut aller jusqu'à la détresse respiratoire, tout simplement, et une fièvre. Mais évidemment, il y a quasiment la moitié des personnes contaminées par le coronavirus qui ont ni l'un ni l'autre. Oui, il y a même d'autres chiffres, puisqu'on est Annonce dans encore plus l'incertitude, c'est d'asymptomatiques. 80%. Donc c'est 4 cas sur 5 où il n'y a quasiment
strictement rien, quoi. Effectivement. Et ça pose un problème gigantesque de détection et ça explique que les virus se soient transmis en Italie comme ça et que personne n'ait rien vu pendant un certain temps, quoi. Et alors d'un coup, justement, on a le sentiment que pendant très longtemps, on nous a expliqué que c'était un virus chinois, alors ce qui est le cas effectivement, mais que finalement les Occidentaux étaient un peu à l'abri de cette contamination. Alors il faut bien sûr rappeler que les chiffres en Europe ou même aux États-Unis sont beaucoup plus faibles qu'en Chine, ça va sans dire. Néanmoins, on voit bien que la progression aujourd'hui la plus visible, elle se passe en Europe. Oui, la progression, maintenant, la plus visible, elle se place en Europe et même au niveau du monde. Et proche et Moyen-Orient. On a 20% de chiffres en plus de nombre de contaminés par jour, 20% par jour. Donc quand on est à ce genre de vitesse, ça va extrêmement vite, effectivement. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur le cas de l'Italie. On a vu qu'il y avait une énorme progression d'un coup, puisque je crois qu'aujourd'hui ils sont à plus de 650 cas. Giuseppe Conte, le président du Conseil, explique que ce sont sans doute des mesures qui n'ont pas été appliquées dans un hôpital. On imagine mal qu'un seul hôpital puisse être à l'origine de 650 cas. Il y a eu évidemment d'autres problèmes de gestion. Mais la maladie, elle est vraiment ultra contagieuse. En Corée du Sud, apparemment, il y a une femme qui a transmis à 50 personnes. Si chaque personne transmet à 50 personnes, on voit que ça fait 2500 cas extrêmement vite. Franchement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que le premier foyer, il y a peut-être de multiples foyers, mais le premier foyer apparemment est l'hôpital. On a peut-être d'ailleurs le même problème en France, puisqu'il y a eu un malade qui est resté longtemps à l'hôpital avant qu'on s'en rende compte qu'il y avait un problème. Et là-dessus, on a un petit problème, c'est qu'en fait, on n'a pas testé les gens qui avaient des pneumonies. On ne les a pas testés avec le kit du coronavirus pour savoir s'ils étaient malades à cause de ça. Et là-dessus, il y a une certaine légèreté, aussi bien en Italie qu'en France. Là aussi, on m'a interrogé sur le nombre de tests qui avaient été faits en France. Alors c'est très difficile de trouver les chiffres. On sait que c'est plus d'1 millier. On imagine que si on trouve plus d'1 millier, c'est que c'est pas 2000. Donc on sait qu'il y en a eu beaucoup qui ont été faites sur la station de ski des Contamines. Oui. Donc je crois que c'est plusieurs centaines. De ce fait, il n'en reste pas beaucoup pour le reste du territoire. Donc on peut aussi comprendre que si on n'a pas des chiffres très élevés, c'est parce qu'il y a très peu de détection. Il y a très peu de détection. Et ce qu'on voit en Italie, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est qu'il y a 17 morts pour 250 cas environ. Or, s'il y a 17 morts, quelques jours... 17 morts, 650 cas maintenant. Ah oui, pardon, 650 cas. S'il y a 17 morts comme ça veut dire que c'est des gens qui sont malades depuis 3 semaines. Donc ça veut dire puisqu'il faut à peu près 3 semaines pour que les malades meurent généralement quand on passe en état critique. Et c'est ce qui revient de Chine. Donc ça veut dire que depuis 3 semaines, la maladie est en sous-marin et qu'on n'a pas su la détecter. Tant pour les problèmes des cas asymptomatiques, qui sont les plus nombreux, que pour les problèmes des pneumonies qui n'ont pas été testés. Et là-dessus, on a quand même une légèreté parce que moi, ce que j'ai compris de cette maladie dès début février, c'est quand on voit que le gouvernement chinois met des mesures absolument incroyables de confinement partout, fait le maximum. Quitte à sacrifier son économie. Quitte à sacrifier son économie, puisque sans dévoiler ce qu'on dira après, c'est que 92% de baisse des ventes de voitures en février, c'est un effondrement qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu un tel type d'effondrement depuis des dizaines d'années. Donc quand on voit que le gouvernement chinois a pris toutes les mesures possibles et imaginables, se met en situation de guerre et que le virus continue à progresser là-bas, on voit que forcément, la chose la plus importante, c'est de ne pas le faire rentrer chez nous, ou de le faire rentrer au goutte à goutte, pour le temps qu'on trouve un traitement, que les conditions météo changent et que peut-être que ça pourrait arrêter la transmission du virus, puisque quand il fait chaud, la transmission du virus est moins importante quand il fait chaud et sec, ou alors qu'on trouve un vaccin, c'est-à-dire malheureusement c'est dans 1 an, mais en tout cas il faut endiguer cette maladie. Et puis la dernière chose, c'est aussi éviter au système de santé d'être complètement sous embolie. Saturé, bien sûr. Complètement saturé, avec tous les problèmes et le chaos sanitaire que ça pourrait engendrer. Alors justement, on va revenir en France plus exactement. Jeudi, Emmanuel Macron s'est rendu pour une visite surprise. On imagine bien pourquoi à l'hôpital de la Salpêtrière. Ça lui a permis de ne pas avoir un comité d'accueil trop virulent. Je vous propose d'écouter l'un des intervenants. Il parlait justement du coronavirus. Je pense qu'il va y avoir une situation un peu à l'italienne. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a quand même des chaînes de transmission autochtones. C'est-à-dire les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à La Pitié, plus le cas qui est hospitalisé à Amiens. C'est 2 patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Donc c'est ça la vérité qu'il faut
malheureusement avoir à annoncer. Après, le problème, ça va être l'effet nombre à gérer, comme ça vous a été expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que même si la gravité est beaucoup plus faible que ce qu'on croyait, parce que probablement qu'elle est beaucoup plus faible que ce qu'on croyait, probablement que ça se transmet beaucoup mieux que ce qu'on pensait, c'est difficile de le savoir. On n'a pas un bon dénominateur au jour d'aujourd'hui. Donc la réalité qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas, parce que nous n'avons pas de bon dénominateur. C'est-à-dire nous ne savons pas combien de personnes sont infectées, et combien parmi ces personnes infectées, combien restent asymptomatiques, probablement beaucoup, combien font des petits symptômes, un peu plus, et combien font des signes des maladies graves, beaucoup, beaucoup moins. Mais on ne connaît pas le pourcentage exact. Alors c'est intéressant parce que là on a affaire à un spécialiste et il fait preuve d'énormément d'humilité. Il dit tout simplement, sincèrement, on ne sait pas tout. Une humilité qu'on aimerait bien voir parfois chez les politiques. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une incertitude totale, d'autant plus que la Chine, personne n'a une confiance totale dans les chiffres qui viennent de la Chine. Et effectivement, il y a cette humilité. Alors que les politiques, en tout cas le gouvernement au départ, nous a expliqué que finalement c'était pas plus dangereux qu'une petite grippe. C'est le message qu'on a entendu fin janvier, début février. Les politiques ont voulu rassurer, mais peut-être à l'excès, au point de se... Alors c'est toujours le danger de susciter une vraie psychose. On le voit quand on parle des raffineries bloquées par exemple, on voit toute une partie de Français se ruer aux stations-service et provoquer la pénurie qui finalement ne serait peut-être pas arrivée s'ils n'y étaient pas allés. C'est vrai, mais là, il n'y a pas ce problème de pénurie. Je pense qu'il aurait été mieux de parler vrai, parce que le danger d'une grippe, c'est à peu près 10 000 personnes qui meurent par an. Et en fait, ce n'est pas la grippe qui cause... La grippe joue un rôle dans la mort. Et c'est généralement des gens qui ont plus de 75 ans. Là, le danger maximal sur le coronavirus qu'on peut estimer, c'est 2% de morts sur les cas sur les cas. Alors, le danger maximum de le maximum, c'est 2%, c'est quand même de 65 millions, ça fait quand même plus d'1 million de morts. On n'y croit pas une seconde que ça va se passer, parce que déjà, il y a tous les cas asymptomatiques qu'on ne gère pas. Et puis, on va traiter cette épidémie, on va l'endiguer. Mais le risque de mortalité est quand même très élevé. Et en disant que la grippe et le coronavirus, c'est pareil, alors, il y a une certaine décrédibilisation. En plus, il y a un autre problème qui se passe, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça a vraiment bouleversé le fonctionnement des chaînes d'information. Et ça, le gouvernement ne veut pas le comprendre. Il préfère taper sur les réseaux sociaux en disant que c'est mal. Par exemple, quand vous êtes sur Facebook ou sur Twitter, vous avez accès à toutes les images qui viennent de Chine. Plus ou moins justes. Il y a des choses qui vous paraissent vraies, il y a des choses qui sont tournées par les BBC qui sont évidemment justes, et puis il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus... qui sont sorties du contexte, qui ne sont pas justes. Sûr. Mais n'empêche qu'on a accès à ces images, et on voit la gravité. Les Français, ils ont vu la façon dont le gouvernement a réagi chinois, donc ils comprennent bien que ce n'est pas une simple grippe. Ils ont accès aussi aux plus grands épidémiologistes du monde entier, par Facebook, juste en se connectant à leur compte Facebook ou Twitter. Donc... En fait, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir diffuser une pensée unique comme ça si elle n'est pas juste et elle ne recouvre pas la réalité. Et puis quelque part, un discours qui rassure trop de la part des politiques vient totalement en contradiction d'un discours beaucoup plus anxiogène sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et on se dit finalement, comme Martine Aubry le disait, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Exactement. Ça suscite précisément cette psychose que les politiques veulent éviter. Exactement. C'est toute l'erreur. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on tape sur les réseaux sociaux. Donc le directeur de la Santé a dit que c'était pas bien les réseaux sociaux. Monsieur Véran, le ministre de la Santé, a dit que comme on ne contrôle pas les réseaux sociaux, comme en Chine, qui est une dictature qui contrôle complètement ses réseaux sociaux et qui les censure, eh ben, ça va être plus dur de lutter. Donc on est vraiment dans la folie. On tape sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a une dichotomie entre la pensée que veut envoyer le gouvernement et ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais il faudrait peut-être que le gouvernement tienne compte de son peuple. Son peuple ne va pas obéir comme ça sans que le gouvernement ait une forte un fort sentiment de confiance qui est lié à une vraie réparation. L'autre chose que je remarque, c'est qu'on a des gouvernements qui passent leur temps à faire de la communication. Et hier, il y avait quelques émissions sur le coronavirus. Et en fait, plutôt que de parler d'actions qui allaient être prises par le gouvernement, on parlait de comment communiquer, comment parler. Mais c'est pas ça qu'attendent les Français. Ce qu'attendent les Français, c'est, oui, communiquer, mais communiquer sur ce que vous allez faire, quels sont les actes, quel est votre plan pour lutter contre cette maladie. Ça aussi, c'est un autre sujet. Et ça, c'est un sujet qui dérive probablement de notre perte de souveraineté. Parce que les gouvernements français ont pris l'habitude d'obéir à la Commission européenne et à l'Union européenne, qui envoient beaucoup d'ordres à la France. Et là, le gouvernement a l'air de se décharger sur l'OMS, qui est assez incroyable. Ils disent, l'Organisation mondiale de la santé nous a pas dit qu'il fallait interdire les vols de la Chine. Eh bien, on le fait pas. Et là, il y a un problème, parce qu'on attend des gouvernements qui dirigent. Toutefois,
que certains pays qui avaient annulé leur liaison aérienne avec la Chine ont également eu des passagers qui arrivaient sur leur territoire avec des escales et que finalement ça rendait encore plus compliqué la question de la traçabilité. De toute manière, oui, il y a une part de vérité dans ce que vous dites, mais de toute manière, merci. mais c'est, excusez-moi, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, de toute manière, on réduira pas le risque zéro, mais ce qu'il faut, c'est réduire au maximum le risque. Or, les gens qui venaient de Chine il y a 1 mois ou 2 semaines étaient évidemment les plus gros porteurs le cœur de cible, les plus gros porteurs de virus. Donc, il fallait les réduire. Une chose qui est assez simple à faire, c'est de dire, voilà, sur les passeports, vous avez des tampons de tous les États où vous êtes passés. Il y a certains pays qui ont dit, voilà, les gens qui viennent de Chine et qui y sont passés à partir du 15 janvier, en fait, doivent faire une quarantaine dans notre pays. Ce qui a permis, évidemment, de réduire le potentiel de gens porteurs de virus en liberté, quoi. Complètement en liberté, et sans le savoir d'ailleurs, qui ne sont pas malhonnêtes. Donc tout n'est pas trivial, mais on peut prendre des mesures les plus fermes pour avoir le moins de risques possible. C'est ça dont il s'agit. Alors si on repart toujours avec le gouvernement français, Emmanuel Macron a été accueilli par un autre médecin, un virologue du collectif Interhôpitaux. Je vous propose de l'écouter. Je représente un collectif de médecins qui se mobilisent depuis maintenant 5 mois pour la défense de l'hôpital public et essentiellement en fait pour éviter sa destruction. Donc moi j'entends tout ça, j'entends crise sanitaire, j'entends anticipation, j'entends moyens, j'entends le fait que les personnels soignants sont des personnels extrêmement impliqués, qui l'ont prouvé par le passé. Je suis désolé, le risque est grand, pas seulement du fait que cette épidémie, on ne sait pas comment elle va évoluer. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire face à ce type de crise. Alors c'est sûr que la crise des hôpitaux en pleine crise sanitaire, c'est pas idéal. Non, c'est pas idéal. C'est-à-dire faire face à une crise sanitaire quand on a détruit l'hôpital public depuis des années. Macron n'est pas le seul, mais il a poursuivi la destruction qui est due aux politiques d'austérité. Hein. On n'a pas d'argent, donc on baisse le niveau des dépenses au niveau de la sécurité sociale, de l'hôpital public et de tout cela. Eh bien, c'est quand même compliqué de faire face. Et ce médecin, il est remarquable. Hein. Il est vraiment remarquable. D'ailleurs, la fin, Macron lui dit « Je compte sur vous ». Et lui dit « Vous pouvez compter sur moi, mais l'inverse n'est pas vrai ». C'est savoureux et c'est vrai, en fait. C'est juste parce que Macron vient faire une opération de communication, sauf qu'il a maltraité l'hôpital depuis 1 an, que les hôpitaux sont en grève, qu'il manque des infirmières et des médecins, puisque on sait qu'il y a un problème pour recruter. Puis parmi ses réponses, il lui a expliqué que c'était très bien parce qu'ils avaient revu le numerus clausus. Alors c'est certes sans doute une très bonne chose, mais enfin c'est... Mais pas assez. Ils l'ont revu, mais pas assez. Il va falloir attendre 10 ans tout simplement pour que l'hôpital s'en rende compte. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent, mais nous-mêmes, en tant que citoyens, quand on fait appel à un médecin, on voit bien qu'il y a même des problèmes de médecins généralistes, tout simplement à Paris. On manque de médecins généralistes, d'ophtalmo, etc. Et on en manque partout. Et là où ça va plus loin dans la destruction, c'est que comme tout le monde a compris que le personnel soignant était d'une certaine manière maltraité. On leur demande beaucoup d'heures, on ne paye pas les heures supplémentaires. Il y a un niveau de stress pas possible, il n'y a pas les moyens. Eh bien, ils ont du mal à recruter. Donc là, il a raison, ce monsieur, de dire qu'on est à la dernière phase et qu'il est urgent d'agir pour l'hôpital public. Et on voit que, finalement, la communication de Macron se retourne contre lui parce qu'il n'a pas pris la mesure de l'hôpital public. En fait, dès qu'il sort quelque part, de toute manière, il a les gens contre lui. Alors, jeudi, c'était également l'occasion d'une rencontre avec les chefs de parti et les chefs des groupes politiques. C'était à Matignon. Parmi eux, évidemment, se trouvait Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Nous sommes allés le retrouver à sa sortie. La question, ce n'est pas la prise de conscience. La question, c'est la traduction en actes d'anticipation. Et autant j'ai trouvé que le gouvernement était en alerte, et je ne vais pas le critiquer pour cela, autant je pense qu'il a manqué d'anticipation il y a 1 mois et qu'il manque maintenant d'anticipation pour doter l'hôpital public et les personnels soignants des moyens d'effectuer leurs tâches. Voilà. Donc je dirais que le verre est à moitié plein et que ce qui m'inquiète, c'est une espèce de retard à l'allumage permanent. J'ai exposé 3 propositions.
fabriquer plus vite les masques et les livrer rapidement au personnel de santé. J'ai demandé des crédits supplémentaires pour l'hôpital et la réouverture des lits. Et j'ai demandé la relocalisation de la production de médicaments en France. Sur ce dernier point, voilà, on m'a gentiment envoyé balader en disant oui, il faudra peut-être. Mais il n'y a pas un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, comment vous dire, qu'il y avait une prise de conscience très technocratique, pas assez politique. Alors on reviendra sur la question des médicaments un petit peu plus tard. On l'avait aussi évoqué la dernière fois lors de la précédente émission. On a la question des masques qu'évoque Nicolas Dupont-Aignan. Effectivement, on sait que le gouvernement a refait beaucoup de commandes. Pour le moment, elles ne sont pas encore arrivées, mais ça ne saurait tarder, paraît-il. On a effectivement cette impression de retard à l'allumage. Oui, c'est vrai, parce que je pense que le gouvernement passe son temps à faire de la communication. Il a tout à fait raison, Nicolas Dupont-Aignan, de souligner qu'il y a un problème sur les masques. Et moi, j'ai été effaré, comme je pense beaucoup de gens, de voir que le gouvernement commandait des dizaines de millions de masques dimanche soir. Comme s'il n'avait pas pu le faire il y a Alors que dans 3 semaines, il semaines. les envoyait en Chine, précisément. Alors qu'il les envoyait en Chine, tout à fait. Et donc, il savait qu'il y en avait besoin de ces masques. On savait tous que cette épidémie allait arriver sur notre sol à un moment donné, que le risque était grand, quoi. Et d'ailleurs, ils communiquent, on a constaté, ils communiquent énormément pour expliquer qu'ils vont donner des masques pour les médecins de ville, parce que eux, effectivement, seront en risque. Confrontés au problème, au personnel hospitalier, évidemment, mais que par exemple, les infirmières libérales, elles seront moins susceptibles d'être en contact de patients contaminés. Donc on a le sentiment que finalement, il n'y a pas de problème, il y aura des stocks. Mais on va quand même pas les distribuer à n'importe qui parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Bah oui, il n'y en a pas pour tout le monde. S'ils ont commandé des dizaines de millions de masques, c'est qu'en fait, il en manque très clairement des masques. De toute manière, il manque en pharmacie depuis je crois, un mois. Depuis que la crise, c'est... Oui, on l'avait vu la dernière fois d'ailleurs. Ouais, depuis le 25 janvier, il manque des masques en pharmacie. Les gens ne peuvent pas en acheter et on a un vrai problème parce que de toute manière, les masques sont fabriqués beaucoup en Chine. On met en valeur cette entreprise française, et tant mieux, qui a doublé sa capacité de fabrication de masques, mais lui-même a des problèmes parce qu'il dit le papier, il va peut-être pas arriver de Chine au bon moment. Absolument, donc, la fameuse entreprise Valmy, oui. Ouais, la fameuse entreprise Valmy. Donc on voit qu'on est dans un vrai problème, dans une vraie impréparation. Il a raison. Le gouvernement a fait l'erreur fatale de laisser les vols venir de Chine et d'autres pays dangereux comme ça, très contaminés, sans gérer. Là, on continue à faire des erreurs, on a l'impression. Alors on a vu apparaître une classification pour les pays en fonction de leur sécurité sanitaire. C'est assez intéressant, j'invite les téléspectateurs à aller voir, le lien va s'afficher. C'est ghsindex.org. On est au 11e niveau mondial, très loin des États-Unis qui se classent premier. Le problème, c'est qu'on a un hôpital qui est en bien moins bon état qu'il y a une vingtaine d'années. Et ça, tout le monde le sait, effectivement. Et sur les épidémies, c'est quelque chose de particulier, puisqu'il faut avoir des stocks en réserve, des plans, etc. On va voir comment réagit. D'habitude, l'État français est un État qui est efficace. C'est quelque chose qui est clair. On va voir s'il réagit de façon efficace cette fois-ci. On l'espère. Mais bon, il faut donner sa chance au gouvernement là-dessus, quoi. Maintenant, j'espère qu'on va aller fort pour se battre contre cette épidémie. Parce que ça paraît pas grand-chose, 40 cas. Mais si on passe, comme les Italiens, de 40 cas à 600 cas, puis à 40 000 cas dans 2 semaines, là, on a un vrai problème et ça va tout bloquer. Parce que la leçon de la Chine, c'est qu'il faut faire face à la crise sanitaire, c'est fondamental. Mais si on n'arrive pas à faire barrière et on commence à avoir trop de malades, on a à ce moment-là un chaos économique qui menace les gens d'une autre manière sur leur capacité à avoir assez d'argent pour manger, se loger et se chauffer, quoi. Alors on a vu, au rang de la communication un peu confuse du gouvernement, on a vu cette fameuse histoire où 3000 supporters italiens sont allés à Lyon pour voir un match de Ligue des Champions, alors que dans le même temps on plaçait en quarantaine, je crois qu'aujourd'hui on est à peu près à 2000 enfants qui sont placés en quarantaine après des retours de voyages scolaires en Italie. Alors évidemment, là aussi on se demande pourquoi cette décision. Est-ce qu'il ne faut pas inquiéter les supporters de football ou est-ce que finalement c'est de l'impréparation tout ça ? Je crois que c'est complètement incohérent. Mais
Mais parce que là, on se heurte à l'idéologie de l'Union européenne qui est la libre circulation et qui est intégrée par tous nos dirigeants, que ce soit français et européens, qui est la libre circulation de tout le monde. Finalement, on forme presque un seul pays. À la fin, c'est ça le but, c'est qu'il y ait un seul pays sans frontières, sans aucune frontière. Et donc, on se retrouve, et puis on se retrouve avec une déresponsabilisation. Parce que finalement, les Français se disent, bon, de toute manière, il y a de la circulation incroyable entre la France et la Suisse, par exemple, avec les frontaliers. Il y a une circulation, pareil, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec des frontaliers qui sont moins nombreux, mais qui existent. Et puis des marchandises, et des personnes, et du tourisme. Finalement, on se dit, puisqu'il y a toute cette libre circulation, ça ne sert à rien d'endiguer l'épidémie puisqu'elle arrivera par notre pays. Vous voyez, une espèce de déresponsabilisation. Ce qui est vrai d'ailleurs sur le problème de l'immigration. Finalement, on se dit, si un autre pays laisse rentrer des migrants, finalement, ils risquent de se retrouver en France. Puisqu'il n'y a pas de frontières. Donc on ne peut rien faire. On a une déresponsabilisation en fait, des gouvernements par le fait qu'il y a une puissance en haut, qui est l'Union européenne, la Commission européenne, qui décide pour tout le monde avec des lois qui empêchent d'agir. Et on a des dirigeants qui ne sont pas réellement des dirigeants. On est très loin des Chinois qui ont dit, maintenant on se met en état de guerre. On n'imagine pas trop le gouvernement français dire on se met en état de guerre pour lutter contre ça. Alors pour revenir un petit détail là sur justement ces deux décisions qui sont un peu surprenantes. En plus, on sait que les enfants sont précisément une population qui est moins à risque. Il y a heureusement très peu d'enfants qui ont été contaminés. Ils semblent plus asymptomatiques quand ils le sont. C'est vrai. Alors qu'au contraire, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors on l'a expliqué en partie parce que la politique de l'enfant unique en Chine faisait qu'il y avait plus d'hommes, que la population du marché de Wuhan était essentiellement masculine et que cela expliquait donc qu'il y ait plus d'hommes qui soient contaminés. Néanmoins, on voit, et ça on peut se dire que c'est un peu rassurant, que l'âge moyen des morts du coronavirus est plutôt à la hausse, donc finalement s'attaque de moins en moins à des populations sans cas d'autres pathologies, même s'il y a souvent une comorbidité toutefois. Oui, tout à fait. C'est souvent des gens fragiles. Après, on n'a pas de certitude, parce que les statistiques viennent de Chine. On a vu des gens jeunes et en bonne santé, des médecins de 35 ans mourir et des infirmières, donc... Voilà. Par contre, on a une probabilité plus faible. Ils étaient surexposés, sans doute. Ils sont surexposés, mais ils ont développé cette maladie et sans avoir de problème particulier, ils en sont morts. Mais c'est vrai qu'il y a une probabilité faible, il y a une probabilité très faible sur les enfants, a priori, et c'est surtout sur les personnes âgées de plus de 70 ans que ça pose le plus de problèmes. Mais il y a quand même un cas sur 7 qui finit en état critique. Donc c'est pour ça que cette maladie, c'est pas une petite grippe. Un cas sur 7 en état critique avec, au final, apparemment 2% de morts. Autre point intéressant et effroyable en même temps, on a le cas d'une japonaise qui, elle, a contracté 2 fois le virus. Alors, soit elle l'a contracté 2 fois, elle a été contaminée 2 fois, soit tout simplement le virus est capable de se mettre en sommeil finalement pour se redéclarer par la suite. Là, ça pose un problème encore plus important. Espérons que c'est pas le cas, quoi. Effectivement, je ne sais pas si le virus du sida, c'était pas ce problème d'ailleurs de se mettre quasiment en sommeil, quoi. Mais effectivement, espérons que ce n'est pas le cas, parce que si on peut l'attraper plusieurs fois, ce qu'on peut espérer pour la fin de cet épisode, c'est soit qu'on trouve un vaccin, soit qu'on trouve un traitement, ce qui est moins efficace, parce que le vaccin, il permet d'empêcher toute contamination et il arrête, soit que la BTO soit là. Mais si on peut le reprendre plusieurs fois, là, c'est quand même très, très inquiétant. Espérons que ce soit que des cas très particuliers. A contrario, on a vu que les Chinois ont pris du sang de malades qui avaient été guéris, qui avaient plein d'anticorps contre le virus, et ils l'ont centrifugé et ils ont injecté ce plasma et apparemment ça semble fonctionner ça aide les gens à guérir plus vite. Donc espérons que ce soit le cas, quoi. Alors justement, parmi les choses que je voulais évoquer lors de cette émission, il y a également le professeur Didier Raoult, je crois, qui a fait une communication fin du match, coronavirus, on a tout trouvé, on a tout compris, je vous propose de l'écouter. Un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, on fait ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire tester les molécules qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité, pour les tester contre leur nouveau virus. Ils l'ont testé contre leur nouveau virus, ils ont trouvé, comme ça avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro. Et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins
Bon, alors une information à prendre quand même avec des pincettes, donc c'est cette fameuse chloroquine qui est utilisée dans le traitement du paludisme, contre le paludisme, qui fonctionnerait donc sur le coronavirus et qui ne serait donc qu'une maladie qu'on va éradiquer en quelques temps. Dès la publication de cette vidéo, donc on a vu sur les réseaux sociaux notamment, beaucoup de gens mettent beaucoup d'espoir dans ce traitement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une communication officielle qui consiste à dire qu'il n'y a aucune preuve. Et on n'en sait pas plus, à vrai dire. On sait simplement que voilà, c'est une des possibilités. C'est in vitro. Le problème, c'est que c'est in vitro et c'est pas in vivo. Et c'est une communication chinoise qui n'a pas été vraiment vérifiée, parce que les Chinois travaillent à toute vitesse sur plein de sujets, travaillent sur plein d'autres molécules aussi existantes. Donc on ne sait pas effectivement si ça va marcher. Il est peut-être un petit peu trop optimiste dans sa communication. Oui, et puis par ailleurs, le fait d'évoquer que ça marche sur 100% des cas, c'est quand même très très rare qu'en science, ça marche sur 100% des cas. En réalité, quand on traite du vivant, c'est plus compliqué que ça souvent. Ça, c'est clair. Et en plus, la médecine, c'est quelque chose, part de l'artisanat. Après, il faut trouver les bonnes doses. Les bonnes doses, le bon moment, les bons moments pour les prendre, les bonnes façons de le prendre. Donc, c'est complexe et ça prend du temps. Par contre, pour cette épidémie qui est gravissime et qui touche le monde entier, qui est plutôt une pandémie, une épidémie mondiale, peut-être qu'il faudra s'affranchir un peu des règles de sécurité, être un petit peu plus rapide. Garder des protocoles, mais être un petit peu plus rapide. Mais de toute manière, tout le monde cherche dans le monde entier. Il y a un combat dans le monde entier de tous les médecins. Il y a aussi plein d'entreprises qui cherchent à développer des vaccins. Une entreprise française, Moderna Therapeutics, qui a livré un premier exemplaire de vaccin à tester, 42 jours après le début de l'épidémie, après qu'ils aient commencé. C'est incroyable. Les Israéliens, hier, ont dit qu'ils avaient développé un vaccin. Bon, après, on est dans le royaume de l'esbrouf. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils se trompent? Est-ce qu'ils mettent trop d'espoir dans leur vaccin? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça cherche et espérons que ça va trouver, quoi. Alors, avant de clôturer, on va dire, cette grande partie sanitaire et de passer à la partie économique, j'aimerais revenir aussi sur un autre détail sur lequel on m'a interrogé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. C'est le fameux laboratoire P4 qui est installé à Wuhan. Donc, P4, c'est le niveau de sécurité le plus élevé. C'est un laboratoire qui travaille précisément sur le coronavirus. Et donc, là aussi, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont considéré que le virus qui sévissait à l'heure actuelle s'était échappé ou avait été mis, j'allais dire, dehors par des gens de ce laboratoire pour contaminer la population. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On n'est pas scientifique en l'occurrence, donc on ne va pas aller non plus dans les détails les plus précis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un virus n'est pas forcément fabriqué, évidemment, et qu'il peut effectivement passer par l'animal pour ensuite être dangereux pour l'homme. C'est très classique, c'est ce qu'on appelle la zoonose. Donc là, on ne sait pas exactement si c'est passé par le fameux pauvre tamarin qui est complètement décimé. Non, pangolin. Pangolin, autant pour moi. Le pangolin qui est totalement décimé, ou le porc qui est sans doute le passage quasi obligatoire pour... Ou la chauve-souris, il y a d'autres gens ou qui la parlent. chauve-souris, ou etc., etc. On ne sait pas encore, parce qu'on a déjà du mal à trouver le patient zéro chez les humains. Donc on imagine que l'animal zéro, c'est encore plus difficile. On sait toutefois qu'il y a bien ce laboratoire P4, que ce laboratoire P4 effectivement travaille sur le coronavirus. On ne sait pas effectivement s'il a pu, c'est une mauvaise manipulation qui a pu le laisser s'en échapper. En fait, on n'a aucune preuve que ce virus soit venu par l'animal. C'est sans doute la chose la plus probable, mais on n'a aucune preuve non plus qu'il ne soit pas venu du laboratoire P4. En fait, on n'en sait absolument rien d'où vient ce virus. Il y a même d'autres tests qui circulent, qu'il y a un laboratoire qui faisait des tests sur les coronavirus et qu'un chercheur, une chercheuse serait fait mordre par une chauve-souris. Donc il y a plein de choses qui circulent, et c'est possible, puisqu'il y a des documents de la télévision chinoise qui montrent qu'à l'époque, ils travaillaient sur les coronavirus dans la région aussi, pas dans ce laboratoire P4, dans un autre laboratoire qui est près du marché. Donc voilà, donc il y a tout qui circule. En fait, on n'en sait absolument rien. Mais par contre, l'OMS est très, très, très dure là-dessus. Elle veut éviter ce genre de choses. Bien sûr. Et cette psychose, et il y a des gros comptes. Et comme d'habitude, ça crée précisément l'engouement pour ce type d'informations, alors que concrètement, on ne sait pas plus si c'est vrai que si c'est faux. On peut le garder tout simplement à l'esprit. Il pourrait dire tout simplement, le plus probable, c'est par l'animal, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a ça. Mais on sait que l'OMS est très bien financée par la Chine. C'est un gros contributeur, et qu'elle a donc intérêt à déminer les relations avec la Chine et surtout pas à laisser circuler ce genre de rumeurs. Il y a probablement quelque chose là-dessus.
Alors d'autant plus qu'il y a une rumeur qui s'est rajoutée sur la rumeur, puisque après, pour expliquer que le virus avait été fabriqué, certains avaient détecté des parties du génome du virus du sida sur ce coronavirus. Alors c'était une jeune équipe de scientifiques indiens qui avait publié ça sur un site qui normalement est réservé aux scientifiques. D'autres scientifiques sont venus ensuite apporter leur caution leur expertise plus exactement à ce type de publication, et a priori c'est inexact. Non, c'est inexact, mais ça continue à circuler, mais d'autres manières, et des gens qui sont pas des farfelus, hein, qui disent que ça a le même mécanisme pour entrer dans les cellules. J'ai aucune idée si c'est vrai ou faux, hein, par la fluorine, et en fait les mêmes mécanismes, et que ça serait donc proche du sida, et que ça aurait pu être fabriqué. Franchement, on n'en sait rien là-dessus, mais c'est vrai que les intérêts, les passions se déchaînent. Il y a vraiment d'autres scientifiques qui ont dit que c'était totalement impossible, et qu'en plus, si on découpait correctement le virus du coronavirus, il n'y avait pas de morceaux de virus du sida. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que sans aller dans le conspirationnisme, on ne peut pas écarter cette possibilité. On ne sait pas si ce virus est une erreur ou a été volontairement introduit, j'allais dire, ou tout simplement si... Voilà. Mais les plus hautes autorités de santé n'en savent pas grand-chose. Hein. Bien sûr. Elles ont diffusé que c'était le pangolin, elles ont diffusé que c'était les chauves-souris. En fait, personne n'en sait rien pour l'instant. D'où vient ce virus exactement ? Alors, on va reprendre le cours de cette émission pour le dernier volet qui va être consacré à la partie économique. Alors, on a vu tout à l'heure avec Nicolas Dupont-Aignan qu'il y avait cette question des médicaments que nous avions évoquée la dernière fois, puisque les médicaments, on l'a expliqué, les substances actives sont en grande partie fabriquées en Chine. On comprend bien que la mise à l'arrêt de la production chinoise pose un problème pour l'acheminement de médicaments dans tous les pays du monde, mais évidemment en France, en Europe aussi. Bien sûr, bien sûr. Et là, on a découvert, effectivement, on savait qu'il y avait beaucoup de médicaments fabriqués en Chine. Ça explique, c'est ce qui expliquait, il y a eu des reportages intéressants faits sur Marianne, notamment il y a 6 mois, qui expliquaient que c'était à cause de ça qu'on avait énormément de ruptures de stock et de plus en plus de ruptures de stock, parce que c'est fait dans des laboratoires qui ne sont pas aux normes optimales, hein, notamment les génériques, et que du coup, on se retrouve avec des laboratoires qui sont arrêtés pour des questions de fabrication et d'autorisation et qui repartent. Et donc, ça crée des problèmes de rupture de stock. Sans compter qu'à force de baisser le prix des médicaments, de baisser le prix où on achète les médicaments, évidemment, les fabricants font tous les efforts pour réduire les prix et qu'on a moins de sécurité d'approvisionnement. Oui, et puis par ailleurs, ils préfèrent aussi privilégier les médicaments qui rapportent plus d'argent, donc ils produisent moins ceux qui coûtent moins cher, et fatalement, il y a une pénurie sur ces molécules. L'État ici a énormément de leviers sur les fabricants, hein, fondamentalement, parce que c'est lui qui, avec la sécurité sociale, commande, autorise, etc. Mais il ne l'utilise pas tellement, et c'est vrai qu'on voit l'irresponsabilité de nos dirigeants qui ont fait... L'Institut économique Xerfi, hier, disait, qui est très sérieux, disait qu'il y avait 80% des principes actifs qui venaient de Chine. Bon, je me repose sur ces chiffres-là. C'est quand même gigantesque, je veux dire. Ça veut dire qu'un chaos en Chine crée, comme on l'a aujourd'hui, risque de créer dans un mois un chaos en France, quoi. Qu'on est complètement dépendant. Ce qui est bien, c'est que comme après les médicaments sont assemblés en Inde, s'il y a un autre problème en Inde, comme ça, la boucle est bouclée, quoi. Ça s'arrête jamais. La boucle est bouclée, oui, puisque ce sont les deux plus grands fabricants de médicaments. Et on voit que c'est irresponsable, et en fait que cette mondialisation, cette interdépendance, est pas du tout une bonne chose pour nous. Ça crée moins de résilience. Parce que, et là, on voit que Bruno Le Maire commence à diminuer le problème, et que le problème, probablement, en est vraiment un, que dans un mois, il manquera quelques médicaments, peut-être beaucoup, j'en ai aucune idée. Ça dépendra des chaînes de production aussi en Chine. Et en fait, on voit Bruno Le Maire dire « Ah ben, on va relocaliser les industries pharmaceutiques. » Alors ça, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance, et puis on voit bien qu'il démine le truc. Il se dit « Le problème va venir, donc autant dire tout de suite que je vais faire quelque chose, comme ça, je serai moins tenu pour responsable. » Mais non, ils sont complètement responsables. Et là, ils se foutent de nous. Parce que relocaliser l'industrie pharmaceutique, ils vont dire quoi à Sanofi? Arrêtez de fabriquer en Chine, arrêtez de fabriquer en Inde, fabriquer en France, ça vous coûte pas grand-chose de plus cher, peut-être 5% ou 10% plus cher. Non, ça, c'est pas possible, puisque de toute manière, on est tenu par des traités européens, et la politique commerciale est décidée par l'Union européenne, et pas décidée par Monsieur Le Maire. Il peut rien faire là-dessus. Donc il peut prêcher auprès de l'Union européenne, mais ça dépendra de ce que décidera l'Union européenne, les commissaires européens, avec l'Allemagne, qui, on sait, est le leader, quoi. Donc il n'a vraiment aucun poids là-dessus. Mais on aura ce problème sur les médicaments qui peut venir si le chaos continue, espérons que non, mais on a aussi un problème sur toutes les chaînes, parce que la Chine est impliquée dans toutes les chaînes de production mondiale. Je veux dire, soit ils produisent un produit en totalité, soit en partie un composant. On a vu des chaînes, donc on l'avait dit la fois dernière, de Hyundai en Corée du Sud qui s'est arrêté parce qu'il manquait un câble de frein qui était fabriqué en Chine. Et évidemment, on ne faisait pas monter une voiture sans le câble de frein. Et c'est le cas pour plein
frein de production. Vous l'aviez dit aussi pour Foxconn, les fameux composantes de téléphone. Oui, qui assemble tous les iPhones qui viennent de Chine, effectivement, qui sont produits un peu partout sur la planète, ces composants, Taïwan, Allemagne, Corée du Sud, États-Unis, et qui finissent assemblés en Chine. Donc on risque d'avoir un problème sur les iPhones, mais dans le high-tech en général, de toute manière, puisque les Chinois sont très présents, dans la chimie, dans la pharmacie et dans l'automobile avec les composants, et on commence à voir des entreprises qui disent on va avoir des problèmes. Même Coca-Cola dit qu'ils vont plus pouvoir sortir leur Coca-Cola Light si ça continue. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Et vous savez pourquoi ? Parce que les édulcorants, justement, sont fabriqués effectivement en Chine. Avec les normes de qualité qu'on connaît. Donc on se rend compte qu'on est vraiment, on est vraiment très dépendant et on est très fragile économiquement à un chaos en Chine. Alors côté français, justement, l'entreprise SEB, dont on avait parlé d'ailleurs, parce qu'elle était en difficulté, là, ils ont annoncé qu'ils pourraient perdre 250 millions de chiffre d'affaires, précisément, à cause de ces problèmes d'acheminement de matières premières ou de composantes, tout simplement. Et alors c'est très amusant parce que finalement on a vu Bruno Le Maire non pas seulement parler de cette relocalisation des médicaments, mais même parler de souveraineté économique. Oui, souveraineté économique, on l'a abandonné à Bruxelles. Et d'ailleurs, Macron nous parle généralement de souveraineté européenne. Donc on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent dire. Je pense qu'ils essayent juste de s'en sortir parce que là, on voit que la mondialisation pose un vrai problème à la France en termes de sécurité, donc d'approvisionnement sur tout un tas de produits et nous rend fragiles. Donc ils essayent de déminer le terrain et de dire « Ah ben nous aussi on va le faire, nous aussi on va le faire ». Mais ils n'ont aucune possibilité de le faire. Oui, parce que finalement on comprend avec cette crise que la mondialisation, c'est pas la mondialisation heureuse qui est régulièrement vendue dans les médias où chacun prend ce qu'il y a à prendre un peu partout. Non, c'est on prend le bon comme le mal et au final quand il y a un petit rouage de cette mondialisation qui ne fonctionne plus, patatras. Tout s'effondre. Et d'être tellement interdépendant, en fait, crée des risques très importants. En fait, il est bien qu'il y ait des échanges, mais il est bien que ces échanges soient raisonnables entre les nations. Or, on est à un niveau complètement déraisonnable. En plus, on fait face à une crise économique qui est particulière, un début de crise économique. Peut-être que nos spectateurs ont vu que le Dow Jones a baissé de 14% en 6 jours. Je crois qu'on n'a quasiment jamais vu ça. Ça baisse de 3 ou 4% par jour. Et ça, c'est attribué au Covid-19, au coronavirus ? Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on est en bulle. Les Américains disent « bubble everything », les traders américains. C'est-à-dire qu'il y a des bulles partout. Immobilier, actions, obligations, etc. Ce qui est dû au fait que, en fait, tout l'argent va à la finance et on espère que ça va ruisseler à côté. Et rien pour l'économie réelle. Ça, c'est la première chose. Et donc, tomber sur une bulle comme ça, ce virus, eh bien, effectivement, ça s'effondre. Alors, il faut voir quand même à quel point les marchés financiers deviennent dérangés. C'est-à-dire qu'ils ont monté jusqu'à il y a 6 jours, alors que les risques étaient évidents. Et ça continue à monter, à faire des records de records sur le Dow Jones et le Nasdaq. Et d'un coup, quand le virus a commencé à arriver en Europe, en Corée du Sud, dans des pays importants comme ça, là, il y a eu une prise de conscience et une panique qui s'est créée, 3-4% par jour de baisse, quoi. C'est assez fou et ça pourrait effectivement rajouter à la crise. Le problème qu'ils ont, les marchés financiers, c'est que d'habitude, quand on a une crise, c'est une crise de demande. Il n'y a pas assez de demande parce que les salaires ne sont pas assez élevés, qu'il y a trop de licenciements, etc. C'est comme ça qu'arrive une crise. Et dans ce cas-là, il est possible de relancer la croissance en faisant plus de demandes, en baissant les taux d'intérêt par tout un tas de moyens. Or là, comme c'est une crise d'offres, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Parce que quand les usines sont fermées, hein. Vous pouvez distribuer des baisses d'impôts, elles ne vont pas réouvrir parce que vous distribuez des baisses d'impôts où vous avez des taux. Donc cette crise, elle est très complexe. C'est une crise d'offres et puis il y a aussi une partie de demande puisqu'en Chine, dans les régions qui sont confinées, évidemment que les gens, quand ils sortent plus de chez eux, ils ne consomment plus du tout. Donc on a une double crise, mais la plus importante, c'est la crise d'offres. Et effectivement, il est tout à fait possible, en plus qu'avec les marchés financiers qui baissent et qui vont impulser une deuxième pression sur l'économie, on est vraiment une crise économique qui arrive. Aucune idée dessus, que ce soit, je ne peux pas vous le garantir, on ne peut que jouer sur les probabilités, bien sûr. Mais on a une probabilité de plus en plus forte. Surtout que l'économie mondiale était un peu chancelante. Elle est de moins en moins bien, avec des zones qui allaient de moins en moins bien. Certains pays émergents, l'Allemagne qui est en quasi-récession, l'Italie aussi, la Chine qui ne va pas très bien. Donc là-dessus, cette crise, plus la crise financière, ça pourrait être assez moyen, en tous les cas, explosif. Ouais. Alors, on a vu, petit détail, mais cela m'a amusé, entre guillemets. J'ai vu que la crypto-monnaie, le Bitcoin avait remonté, parce qu'il était baissé assez bas. Oui. Et là, justement, il a réexplosé. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait venir comme réflexion, c'est surtout que les gens ont une telle déconfiance
dans tout ce qui est gouvernemental, qu'il s'agisse finalement d'informations, qu'il s'agisse de plans sanitaires ou qu'il s'agisse de monnaie, ils se tournent vers l'alternative. Oui, tout à fait, avec les risques en plus du Bitcoin qui sont gigantesques, parce que cette monnaie, elle ne dépend que de la confiance et aucun gouvernement ne la soutient. Vous ne pouvez pas payer vos impôts avec, c'est pas une vraie monnaie, et donc ça peut valoir énormément d'argent ou zéro, quoi. Voilà, très gênant. Et puis en plus, ce que se rendent pas compte les gens, c'est que l'individualisme fait « Ah, c'est fun, c'est technologique, c'est mondial, j'adore ça, le Bitcoin ». Sauf qu'en fait, le Bitcoin, c'est un instrument qui est utilisé surtout par les grands criminels, les corrupteurs, les trafiquants de drogue, parce que ça leur permet de faire passer de l'argent sans contrôle de la France à l'Afghanistan, à la Colombie, dans n'importe quel pays du monde, sans avoir de contrôle. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux, mais ça montre le manque de confiance et le manque de vision collective, quoi. Voilà, on va placer ça là-dessus pour s'amuser, quoi. Alors on va conclure, Philippe Murer. Est-ce que vous pensez, c'était un peu ma conclusion de la dernière fois, mais on a évolué puisque vous avez, comme vous l'avez expliqué, les marchés sont d'autant plus inquiets, la situation a gagné l'Europe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que finalement, on va peut-être réussir à faire évoluer ce logiciel de la mondialisation Finalement, est-ce que ce Covid-19 a un effet vertueux ? Ouais, il y a deux logiciels qui sont à l'œuvre, hein, c'est la mondialisation et le néolibéralisme. Là, on va avoir, juste avant de répondre à votre question, il y a une chose importante. On a une crise économique qui se prépare. En Chine, il y a des millions de faillites potentielles, puisque les commerces sont fermés depuis un mois et les loyers continuent à tomber, les payes continuent à tomber pour les salariés, même s'ils sont à la maison. Et si ça continue comme ça, il y aura des millions de faillites. Et il va falloir que l'État chinois intervienne, et ils sont prêts à le faire. Ils ont déjà donné des gages là-dessus, et à intervenir massivement dans l'économie. Et là, la France, si on a la même chose, et je ne le souhaite pas, j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes chaotiques qui apparaissent en Chine, en France, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va faire ? Comment vont faire les néolibéraux ? Ils détestent l'État, ils disent que l'État c'est le problème, ils privatisent tout, ils disent qu'il faut couper dans les budgets et qu'il ne faut pas intervenir, que le marché c'est magique. Alors là, ils vont devoir intervenir, puisque sinon on risque une destruction irréversible d'entreprises, des organisations humaines de production qui sont fondamentales pour l'économie. Donc là, ils vont être confrontés à un premier choc et à quelque chose d'important. Effectivement, on voit tous que, déjà, il y a eu l'arrivée de Trump au pouvoir, qui veut démondialiser. Il y a... Qui conseille de se laver les mains. Voilà. Pour lutter contre le coronavirus. Oui, sur le coronavirus, il est très très léger dans ce qu'il raconte, effectivement. Et il y a Sanders aussi, du côté démocrate, qui arrive et qui n'est pas forcément démondialisateur, mais qui a une vision très particulière de l'économie complètement différente. Il y a eu Boris Johnson, qui a une vision économique qu'on ne connaît pas encore complètement, mais qui est l'inverse de Margaret Thatcher. Tout ça est en train de changer et la mondialisation a montré qu'elle est en échec là-dessus, qu'elle nous fait prendre des risques sanitaires, des risques de chaos économique et on peut espérer que ça va changer. Sauf que la France étant prisonnière de l'Union européenne, dont le logiciel c'est une courroie de la mondialisation. Son logiciel, c'est le marché partout, les échanges partout, pour que tout ça devienne européen et court-circuiter les nations. Nous, si on veut changer par rapport à la mondialisation, il faut d'abord qu'on sorte de l'Union européenne, puisque de toute manière, les autres pays ne voudront pas arrêter le libre-échange comme ça. Ils en profitent, tous les pays de l'Est, l'Allemagne, c'est son logiciel aussi. Donc on a un vrai problème et on est un peu mal au niveau français à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup, Philippe Murer. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. N'oubliez pas, partagez, likez et commentez cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.